aux représentants de nos missions diplomatiques et consulaires au Canada, membres et dirigeants de l'Association des étudiants haïtiens de l'Université de Montréal, membres du syndicat, distingués invités en leur nom, titre et qualité, je vous dis bonsoir. On me demande d'intervenir sur un thème, plaidoyer pour une réforme constitutionnelle, les enjeux pour la diaspora haïtienne. Étant dans une enceinte académique, on va d'abord s'entendre sur ma compréhension du terme réforme constitutionnelle. Pour moi, et c'est l'école du professeur Claude Moïse, une révision constitutionnelle, une réforme constitutionnelle, un amendement constitutionnel signifie la même chose. Il s'agit de modifier la constitution d'un pays à travers les lois, les règlements et les procédures fixées à cet effet. Je le dis parce que beaucoup de professeurs, et non les moindres, évoluant au Canada, considèrent l'amendement constitutionnel comme simplement un changement mineur versus la réforme, qui elle-même serait un changement en profondeur. Nous sommes obligés d'utiliser le terme amendement parce que c'est un anglicisme hérité de la Constitution et aussi une faille et une lacune de cette Constitution, comme il y en a beaucoup. Étant donné que la Constitution utilise le mot amendement pour définir le processus de changement, de réforme et de révision, nous allons nous en tenir à ce mot-là, tout en ayant précisé que amendement constitutionnel, à nos yeux, signifie réforme constitutionnelle. Pendant 2 ans, c'est justement à cette tâche que je me suis attelé. Il y a de cela 4 ans, j'étais venu au Canada et j'avais rencontré la communauté haïtienne de ce beau et grand pays. Et je vous avais promis que député du peuple, le peuple incluant les Haïtiens et les Haïtiennes vivant à l'étranger, je me serais battu pour une réforme constitutionnelle qui offrirait des possibilités d'intégration à la diaspora, qui ouvrirait des portes qui n'avaient jamais été ouvertes aux compatriotes vivant à l'extérieur. C'est ainsi que j'ai accepté de présider une commission spéciale. Merci Madame Carré d'avoir précisé que c'était une commission non partisane. Elle comportait 9 membres, dont moi, votre serviteur président, dont 5 membres du parti au pouvoir. Je vous rappelle que je suis un député de la minorité et de l'opposition. Cela n'a pas empêché que les 8 autres membres de la commission m'aient fait le grand honneur de m'élire, de me nommer président de cette commission. Ronald Etienne, secrétaire rapporteur Louis-Marie Bonhomme, et les 6 autres commissaires, puisqu'ils ont fait l'espoir, permettez-moi de partager leur nom avec vous. Député Jacob Latortue de Gonaïve, député Myriam Amilcar de Saint-Michel de Gatalaï, député Raymond Rival de Cornillon-Gambois, député Price Cyprien de Thomaso, député Jacques-Michel Saint-Louis, et finalement le député Daniel Létan de Port-Rapidement. Cette commission de 9 membres, pendant 2 ans, a travaillé sans relâche, nuit et jour. D'abord, dans une consultation nationale de tous les secteurs associatifs, de tous les secteurs de la vie nationale, de toutes les forces vives du pays. Nous avons rencontré le secteur privé, le secteur paysan, le secteur populaire, le secteur universitaire, la société civile, les corps organisés, les organisations de défense des droits de l'homme, les vaudouisants, les protestants, les baptistes, les catholiques, la conférence épiscopale. En fait, nous pouvons dire que nous avons véritablement tenté de rencontrer toutes les personnalités à la tête
d'associations représentatives, de telle sorte que le rapport sur lequel nous allions travailler n'était pas un rapport qui sortirait de la tête des commissaires ou de la commission, mais ce serait un rapport qui reflèterait la volonté de la nation. Très rapidement, je vais vous parler de la commission, du contenu de ses rapports, de sa mission. Dans un deuxième temps, je vais faire un plaidoyer pour une nouvelle constitution en insistant sur les raisons qui justifient cette position. Et dans la troisième partie, je vais m'attarder sur les enjeux d'une nouvelle constitution pour vous, ici présents. Alors, la commission de 9 membres que je présidais, elle a produit 3 rapports. Elle s'est adjointe les services de l'éminent professeur historien Claude Moïse, qui vit au Canada, mais que je ne vois pas dans la salle. S'il est là, qu'il me fascine. Non, il n'est pas là. Claude Moïse et quelques autres experts nous ont encadrés pour produire 3 rapports. Le premier, intitulé « La Constitution de 1987, failles, lacunes, faiblesses et irritants ». Ce document a été distribué à tous les secteurs de la vie nationale et nous avons demandé d'analyser la Constitution sous 3 angles. D'abord, le régime politique. Ensuite, la gouvernance administrative, la question de collectivité. Et troisièmement, les problèmes spécifiques. Il y en a beaucoup. La question de la nationalité, la question de l'armée d'Haïti, la question de la décharge fiscale, la question de l'assiduité des parlementaires au travail, et ainsi de suite. Ce document a été remis aux différents secteurs, et 6 mois après, on les a rencontrés, et on a recueilli de tous ces secteurs les aides-mémoires. Et nous avons produit un deuxième rapport, un rapport de 600 pages intitulé « Ce que pense la nation ». Et les aides-mémoires à l'écrit ont été mises en annexe, simplement pour justifier que le travail que nous faisions n'était pas un travail réalisé en antichambre, dans les couloirs obscurs et austères du Parlement, mais à la lumière de ce que nous disaient les Haïtiens et les Haïtiennes de la capitale, des provinces et de la diaspora. Le troisième rapport et le dernier rapport, c'est les 30 propositions d'amendement, 30 propositions qui visaient à changer le régime politique pour en arriver à un nouveau système et un nouveau pays. En fait, le changement de régime que nous avions proposé était très simple. Sans entrer dans les détails, puisque au fond, j'aurais aussi privilégié l'échange avec Fred et avec l'assistance. Aujourd'hui, le régime politique haïtien tel qu'organisé, il n'est pas fonctionnel. À l'heure où nous parlons, ça fait des mois que l'on traîne sans pouvoir avoir un Premier ministre. Le système a été galvaudé à un point où toute nomination d'un Premier ministre est sujette, est soumise à un marchandage des parlementaires et on est obligé de se retrouver avec un gouvernement qui est un patchwork hétéroclite non fonctionnel composé de personnalités représentant des différents intérêts privés. Nous disons qu'en éliminant la primature, nous allons clarifier les choses. Premièrement, il y a une grande aberration dans cette constitution, c'est que nous l'avons votée dans l'euphorie en 1987 parce qu'on était en quête de démocratie. 32 ans après, les priorités ont changé. Aujourd'hui, la société est demandeuse de reddition de comptes, de transparence, de bonne gouvernance. Beaucoup de dispositions constitutionnelles ne sont pas prévues dans la Constitution de 1987. Donc, aujourd'hui, il nous faut faire face à cette demande de reddition de comptes. En 1987, on était beaucoup plus préoccupés à édenter le chef de l'État. Et pour cause, nous revenions d'une longue période de dictature et il était important de nous assurer que nous mettions un socle solide pour aller construire cette démocratie pour laquelle tant de vous avez lutté. Et je vois ici des gens qui ont eu le courage de se battre. Donc,
pour s'assurer que les Canadiens d'origine haïtienne, les Français d'origine haïtienne, les Allemands d'origine haïtienne aient toujours un sentiment d'appartenance à Haïti et qu'il y ait des dispositions légales et constitutionnelles qui permettent qu'un jour, si ils ou elles décident de retourner dans leur pays, qu'ils retournent et que ce pays les accueille à bras ouverts et que ce pays leur ouvre les possibilités, les portes et en fait les attire, leur demande de venir remplir des fonctions importantes et pourquoi pas électives. Car entre autres des propositions que nous avons faites, nous estimons que les Haïtiens vivant à l'étranger, sur plusieurs générations, dès lors qu'ils peuvent faire preuve de leur ascendance haïtienne, ont le droit de concourir librement à tous les postes électifs en Haïti. Députés, sénateurs, magistrats, maires, casettes, et j'en passe. Bon, déjà, une chose, si vous avez une chose, c'est aussi, chers amis, ces dispositions audacieuses qui font que notre rapport n'a malheureusement pas été. Quelle façon d'accueillir le conférencier. On va un petit peu à vous, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, vous avez tellement déposé, vous pensez que c'est l'interprète de base à On avait dit de garder tantôt. Non, les sujets même aussi importants, il faut rire des fois. Parce que je me rappelle que Franz Voltaire m'avait dit une fois en parlant d'Haïti, ne pas pleurer, ne pas rire, mais comprendre. C'est de Spinoza, je ne l'oublierai jamais. Enfin, il y en a ça, je l'ai vu tout à l'heure. On va un petit peu à vous. Donc, je disais que c'est aussi ces propositions audacieuses qui font que cette commission a dû se battre contre tous les obstacles possibles et imaginables, jusqu'à ce qu'un complot bien monté des forces obscures au niveau de la Chambre des députés se sont mis au travers de la conférence des présidents pour empêcher que nos propositions aillent en débat. Ils ont refusé le débat. Ils n'ont même pas eu la décence de nous offrir la possibilité de convaincre nos pères. Pères qui, disons-le en passant, étaient dans leur majorité disposés au moins à débattre avec nous, au moins à écouter les commissaires, au moins à être en désaccord avec les commissaires, au moins à pouvoir offrir leur opinion sur les propositions que nous avions faites. Nous avons eu en face de nous cette adversité qui est attachée au statu quo, qui est attachée au système, qui est attachée à une Haïti où une minorité trouve les meilleurs moyens de bien vivre, alors qu'une majorité vit dans la misère et dans la grâce. Ils sont attachés à un système où la gouvernance et la transparence ne sont pas au rendez-vous. Ils sont habitués à un système où l'organisation des pouvoirs permet des marchandages inacceptables au plus haut niveau de l'État, où pour nommer un ministre, ou nommer un secrétaire d'État, ou nommer un directeur général, il vous faut avoir un copinage politique. Il vous fait être l'ami d'un député, d'un sénateur. En bout de ligne, toutes celles et ceux qui servent l'État ici aujourd'hui ont un parrainage politique en quelque part et sont là non pas pour servir l'État, mais peut-être se servir et certainement pour servir celles et ceux qui les ont facilité l'accès à ces positions. Pas de secret dans fait là. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, Haïti se retrouve dans une situation extrêmement difficile d'un point de vue économique, social et politique. Puisque nous vivons une crise multiforme, une crise économique, une crise financière, une crise morale, une crise institutionnelle. En octobre, une crise électorale, puisque les élections n'auront pas lieu. Une crise énergétique. À l'heure où nous parlons, toutes les stations d'essence en Haïti ont des centaines de jeunes Haïtiens
un billet de 1000 gourdes à la main droite, un gallon d'essence vide dans la main gauche, dans l'impossibilité de payer pour un bien précieux qui leur permet de vivre au jour le jour. Je le disais tout à l'heure, notre amendement a été bloqué à la Chambre des députés, puisque nous avions jusqu'au deuxième lundi du mois de septembre à minuit pour faire le débat nécessaire et déclarer qu'il y a lieu d'amender. Ça veut dire qu'au meilleur des cas, si on a des élections dans 3 ans, et que la 51e législature soit celle qui va déclarer qu'il y a lieu d'amender, ça fait 3 et 4, ça fait 7 ans, et que maintenant la 52e législature va voter les amendements, et quand on considère qu'il y a des amendements qui ne peuvent bénéficier le président sous lequel il a été introduit, ça nous fait 4 années additionnelles, ça voudrait dire que certaines dispositions constitutionnelles, on ne pourrait pas les toucher avant 11 ans. Or, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre à ce carrefour de la vie nationale que la Constitution reste en l'état. Nous avons, au cours du dialogue national, nous avons mis un fait historique, 9 anciens premiers ministres, d'obédience politique différente, ils ont accepté un sacrifice patriotique de se mettre autour d'une table. Ils nous ont dit tous la même chose, puisqu'ils ont été eux-mêmes au timon des affaires. Bagaille, ça n'a pas marché. Il faut la toucher, l'arranger, l'adapter, l'améliorer, la moderniser pour avoir un regard différent et positif sur l'avenir. Donc aujourd'hui, de la bataille pour l'amendement qui a été la mienne pendant 2 ans, j'accepte, j'assume qu'aujourd'hui, ma bataille sera pour une nouvelle constitution. D'ailleurs, nos propositions d'amendement ont tellement été audacieuses, osées, que l'objectif recherché était une nouvelle constitution. On nous a d'ailleurs accusé de vouloir produire une nouvelle constitution à travers un amendement. Nous avons accepté ces critiques en disant que tout autant qu'on ne retire pas le caractère républicain et démocratique de l'État, on peut toucher à la constitution dans tous ces articles et en faire une loi mère, une loi cadre qui est propice à notre pays. Maintenant que j'ai assumé publiquement que la nouvelle bataille, la mienne tout au moins, sera celle de la nouvelle constitution, il y a de grands défis qui nous attendent. Il y a des défis qui attendent le pays, mais il y a des défis et des enjeux qui vous attendent. Le pays, c'est évident. Une nouvelle constitution, en général, c'est pour sortir d'une grande crise. C'est une catastrophe naturelle, c'est un tremblement de terre, c'est une guerre civile. On n'en est pas là. Bien qu'on n'en est peut-être pas très loin, dans le sens que la crise est multiforme et profonde, comme je vous l'ai dit. Maintenant, pour vous, quels sont les enjeux? Et c'est la question à laquelle on me demande de répondre, et je conclurai là-dessus, puisque nous allons passer à la phase la plus intéressante du débat. Pour vous, les enjeux, c'est de ne pas être tenu en dehors. Pour vous, les enjeux, c'est de ne plus être oublié. Pour vous, les enjeux, c'est de compter. Pour vous, les enjeux, c'est de revendiquer votre haïtianité. Pour vous, les enjeux, c'est que quelqu'un vivant en Haïti ne puisse prétendre aimer Haïti plus que vous. Même si vous avez passé 30, 40 ou 50 ans en pays étranger. L'enjeu, c'est que vous ne soyez pas sous-estimé. Non. La diaspora haïtienne, ce n'est pas seulement les 2 milliards de dollars qui rentrent chaque année. Non. Assez de ce raccourci réducteur dans la diaspora, c'est nos meilleurs cerveaux. C'est ce réservoir d'expérience, de compétences. C'est ce réservoir de personnes, de professionnels qui sont prêts, toute autre chose étant égale par ailleurs. Il y a tant de choses que vous pouvez faire. Il y a tant de choses que vous devrez faire. Il y a tant de choses que vous allez faire qu'il est important que vous ne soyez pas tenus en dehors. Et pour ne pas être tenu en dehors, il faut une chose, il faut compter. Et pour compter, vous ne pouvez pas compter à travers les paroles des politiciens haïtiens. Vous devez compter dans les écrits de la loi, de la Constitution. C'est pour ça aussi
que je suis souvent aussi très critique envers la diaspora. Car au-delà des efforts que moi je fais et d'autres, souvent, on ne sent pas le support. Ça peut être, et je suis content d'avoir cité votre nom, M. Lally, puisque vous avez écrit sur la question, ça peut être simplement sous la forme d'un article, d'un commentaire sur les médias sociaux. Nous n'avons pas besoin que vous vous organisiez pour mettre 1000 personnes à crier défendant telle loi, non. Avec les médias sociaux, il y a possibilité de faire pression avec des campagnes très modernes, mais il faut que vous vous organisiez pour compter. Alors, ce que je dirais aussi, c'est que je n'aurais pas aimé que mon discours puisse paraître ni défaitiste, ni négatif. Au contraire, je suis quelqu'un de positif de nature. Et ce matin, j'ai lu une phrase glanée sur Internet d'une juive fugitive de la révolution russe, Anne Rand, qui écrivait dans les années 20, et j'ai trouvé beaucoup de similitudes avec le cas haïtien. Quand vous vous rendez compte que pour produire, vous avez besoin de l'autorisation de quelqu'un qui ne produit rien. Quand vous vous rendez compte que l'argent, c'est pour celles et ceux qui font des affaires, non pas avec les biens, mais avec des faveurs. Quand vous vous rendez compte que beaucoup sont devenus riches avec des pots de vin et une influence plus que le travail, et que la loi ne nous protège pas de ces individus, mais qu'elle les protège eux-mêmes. Quand vous vous rendez compte que la corruption est récompensée et que l'honnêteté mène vers le sacrifice de soi-même, alors vous pouvez dire sans avoir peur de vous tromper que la société est condamnée. Mais elle est russe et elle s'était trompée parce qu'un pays ne meurt jamais. 100 ans après, aujourd'hui, il faut réaliser que la Russie est souvent décrite comme une potentielle superpuissance du XXIe siècle, à côté des États-Unis et de l'Inde. Elle s'est trompée parce qu'un pays ne meurt pas, tout autant que ses filles et ses fils, notamment les plus capables, ne baissent pas les bras. Un pays ne meurt pas pour autant qu'elle a une diaspora riche, pas en argent, mais en capacité, en potentiel et en amour pour l'armamentaire. Elle s'est trompée car cette diaspora engagée peut aider à faire bouger les lignes. En 1961, après la guerre, la Corée du Sud avait un PIB de $60 per capita. Exactement le même qu'Haïti. Aujourd'hui, en 40 ans, le PIB coréen per capita est passé de $60 à $35 000. Autre exemple, l'île Maurice, avec un PIB qui est passé de $200 per capita en 1968 à $9 000 en 2013. J'utilise ces exemples pour qu'on ne m'accuse pas d'utiliser d'autres exemples comme le Brésil, qui est aussi un exemple important, Singapour, Taïwan, pour vous montrer aussi qu'on ne devrait même pas aller plus loin que la République dominicaine, qui dans les années 90, avec le record de croissance économique inclusive. Alors, il nous faudra aussi trouver les moyens de rendre le crédit accessible aux couches défavorisées, aux éléments de la classe moyenne, aux petites, aux micro et aux moyennes entreprises. D'autres pays l'ont fait, nous pouvons le faire. Je voudrais simplement utiliser cette conclusion pour vous inviter à toujours garder allumée la flamme de l'espoir, à rester connecté à Haïti et à vous mettre ensemble avec ceux d'Haïti pour réaliser ce grand rêve qu'Haïti un jour retrouve la prospérité économique et la justice sociale. Merci beaucoup.